Je me souviens de l'école de Gestalt thérapie à Triel, où il y avait je suis une femme debout, les pieds ancrés dans la terre et la tête dans le ciel. Donc en fait, je chemine avec mes difficultés, j'apprends à me connaître, j'utilise de plus en plus avec fluidité des moyens de transformation qui me permettent de finalement rester un petit peu moins longtemps la tête sous l'eau et d'avoir beaucoup plus les yeux dans les étoiles. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Marie-Laure Pichon. Alors, nous sommes à Anglet, en bord de mer, à l'avenue des Dauphins, ça s'invente pas quand même. On s'est rencontrés sans se rencontrer au festival de Dolores, au festival des arts et de la nature. Du moins, je suis venue au premier festival, mais on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Mais tu y étais en tant qu'exposante, Marie-Laure. Tu vas faire partie du prochain festival, si j'ai bien compris, tu vas nous raconter ça. Tu es une bonne amie à Dolores, donc j'ai aussi interviewé il y a quelques mois, donc on peut retrouver l'interview en ligne. Et suite à ça, tu m'as contacté, on a échangé, et puis nous voilà aujourd'hui réunis pour partager qui tu es, pour que tu puisses aussi te raconter à mon micro. Alors, tu as un tel parcours et bagage que je préfère te laisser te présenter à nous. Et ce que j'ai noté quand même, c'est que le point commun, c'est que c'est tout ce qui participe à la transformation de l'humain. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est le fil rouge, la transformation de l'humain. Alors, bonjour Marie-Laure. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Je vais bien, c'est étonnant, j'ai des frissons là tout à coup. C'est vrai ? Oui, tout à fait. C'est effectivement la transformation intérieure et donc de l'être humain. Je ne l'avais pas du tout anticipé. Mais c'est le cours de ma vie qui m'a amené au fur et à mesure. Donc tu as fait un petit clin d'œil avec l'avenue des Dauphins. Oui. Et j'ai même envie de rajouter que je suis arrivée ici par magie. Et donc en fait, je suis avenue des Dauphins, à un angle de rue, également avenue du Rayon Vert. J'ai eu du mal à choisir entre les deux. Mais donc voilà, donc je prends les deux. Et ça dénote aussi d'une personnalité multiple facettes. Donc j'ai eu plusieurs étapes de vie qui correspondent à ma personnalité riche de curiosité et d'aimer plein de choses. Et dans le non-choix, j'ai découvert et je continue encore d'être ouverte à la découverte de belles choses. Qui es-tu, Marie-Laure ? Est-ce que tu peux te présenter à nous ? En toute simplicité, je dirais, je suis une femme qui chemine. Je me souviens de l'école de Gestalt thérapie à Triel, où il y avait je suis une femme debout, les pieds ancrés dans la terre et la tête dans le ciel. Donc en fait,
je chemine avec mes difficultés, j'apprends à me connaître, j'utilise de plus en plus avec fluidité des moyens de transformation qui me permettent de finalement rester un petit peu moins longtemps la tête sous l'eau et d'avoir beaucoup plus les yeux dans les étoiles. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu ne t'es pas présentée par ta profession, parce qu'on a l'habitude de se présenter par sa profession, par son métier, par ce qu'on fait, par son activité. Et tu as réussi à relever le défi de ne pas te présenter par le prisme de ton métier. Intéressant. C'est une question qui est très difficile. Le qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en société? On décline son identité. Je m'appelle, j'étais là, je suis mariée, j'ai tant d'enfants et je fais. Et toi, tu nous as présenté autre chose. Donc, merci aussi pour cette présentation. C'est vrai que c'est différent. Alors, en même temps, je ressens que je suis identifiée très fortement à ce que je propose, au sens que la peinture et différentes choses dont je vous parlerai font réellement partie de moi. Mais depuis quand même longtemps, je suis animée de quelque chose d'intérieur fort. Et donc, la profession, mon quotidien, et ce sont en fait à la fois moi et en même temps des moyens pour pouvoir œuvrer dans ce monde. Donc il y a comme une petite voix petite voix, mais très forte à l'intérieur de moi qui dit que je ne suis pas que cela. Et c'est pour ça que je me définis bien au-delà. En fait, pour moi, c'est cette conscience qui est venue s'incarner dans ce corps et œuvrer à mon échelle, à ma petite échelle, mais avec passion, le cœur dilaté en tout cas. Je fais de mon mieux au quotidien, à chaque pas. J'ai rebondi, tu nous as parlé de peinture. Et nous sommes entourés de magnifiques peintures. Donc, j'ai le plaisir, moi, de voir tout ton travail. Ce que tu m'expliquais en préparant là, avant qu'on enregistre, qu'habituellement, toutes tes œuvres sont exposées. Elles ne sont pas chez toi. Et là, j'ai le plaisir, moi, du coup, de bénéficier d'une exposition privée. Ouais. Oui, tout à fait, c'est le cas étant donné que je suis à la chambre d'amour et à d'autres moments les peintures vont être exposées notamment chez Nature et Volupté avec Audrey Barbarossa et il se trouve que je les avais récupérées, elles sont pas encore reparties donc elles sont là autour de moi. Le studio est assez envahi donc je vis dans l'atelier et l'atelier vit en moi. D'habitude, elles sont donc à l'extérieur et je reconnais que ça me fait énormément de bien à moi aussi qu'elles soient là. En fait, la création passe aussi par cet environnement. Lorsque je suis environnée de ces couleurs, en fait, ce que j'explique aux gens, elles agissent sur moi et ça me permet d'être en maturation créative à l'intérieur de moi. C'est une nourriture à la fois affective et visuelle et bien sûr énergétique. Donc en fait, ces moments où les peintures ne sont pas à l'extérieur, je m'en régale. Elles ont quelque chose de particulier. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que récemment, j'ai évolué avec la peinture. Et donc, si on prend l'actualité plus proche, c'est avec les années 2020 qu'il y a eu donc des magasins qui étaient fermés. Moi, je n'avais plus de toile. Et spontanément, je suis allée au magasin de bricolage, Castorama, pour pas le nommer. Et donc là, j'ai récupéré des caillebotis. Et j'ai eu cet élan d'aller vers des fleurs et vers de la géométrie sacrée. D'ailleurs, Dolores avait participé largement à ça, étant donné qu'elle m'avait donné une photo de la fleur de la passion, la passiflore, et ça a été la première forme géométrique avec conscience que j'ai réalisée, c'est-à-dire que j'avais conscience que la fleur constituait le cercle, toute la symbolique qui est autour du mandala et de sa vibration et que les pétales représentaient, et donc j'ai mis une conscience au centre, etc. Et donc de là, on a découlé cette approche de la géométrie sacrée. Je me suis intéressée donc aux vibrations des formes vibratoires. Étant donné que j'ai déjà fait une formation de chromothérapie, je viens allier aussi la connaissance des couleurs qui sont en correspondance aussi avec les roues énergétiques que nous avons à l'intérieur de nous. Donc c'est ce mélange de
de forme vibratoire et de connaissance de l'impact de la couleur à la fois sur notre physique, sur notre psychique et sur le côté spirituel de notre âme, que je viens donc créer ces peintures. Et ça a été un élan très très personnel, je dirais. Je n'avais pas envisagé toute la portée de ce monde. En fait, j'ai eu besoin de m'équilibrer. Si je peux parler un petit peu du recul que j'ai maintenant sur cette période, dans les premiers temps de la peinture, j'étais dans des pays étrangers, aux Antilles, où j'avais déménagé pour travailler pour une agence de voyage. Et en fait, très vite, je suis montée sur des bateaux, sur des voiliers. Et donc, j'occupais mon temps à peindre. Et à cette époque, dans l'insouciance de la période, bien sûr, la peinture, c'était la période bleue, donc il y avait les turquoises, et je peignais le vent, je peignais le mouvement, les voiliers, les vagues, les dauphins, et c'était très inspirant de fluidité. Je peignais le mouvement. Et là, 2020 m'a plongée dans des événements très particuliers et très intenses. Et sans le savoir, il y a eu un élan intérieur qui est allé chercher une structure. Et je peux en parler aujourd'hui avec le recul parce que depuis, je suis toujours d'ailleurs, une école de yoga, de Kundalini Yoga, qui parle exactement de cette structure intérieure, une architecture solide sur laquelle on peut s'appuyer grâce aux postures, grâce aux respirations et grâce aux bienfaits que nous ressentons au fil du temps avec la pratique. Et donc, d'une manière inconsciente, j'ai eu cet élan de vie à l'intérieur de moi qui m'a amené à la géométrie sacrée et qui m'a permis pendant des heures et des heures, en me concentrant sur les couleurs et sur le dessin, qui est une géométrie très précise, qui demande des allers-retours pour que les formes soient bien définies. Donc ça demande d'être un peu perfectionniste, ce que je suis aussi dans ma personnalité. Et bien, d'une manière inconsciente, c'est venu m'équilibrer. Et ensuite, j'ai fait le rapprochement et j'ai pu faire l'analyse de ces périodes d'insouciance sur le bateau, avec le soleil, la mer et les Antilles. À cette période, il y avait peut-être une recherche inconsciente de la mer, M-E-R-E, parce que ma maman était décédée. Ensuite, j'ai basculé sur des formations de sensitive gestalt massage. Donc là, j'ai rejoint la terre et j'ai fait des collections avec la peau. Donc là, je rejoignais de l'être humain avec les tonalités de la peau, les cheveux, le féminin. J'ai représenté les indiennes et la philosophie indienne. Et ensuite, donc récemment, en 2020, j'ai glissé vers quelque chose de beaucoup plus structuré, quelque chose que je n'aurais même pas imaginé avant. Et en fait, j'observe que cet élan est au service de ma structure. Et je ressens maintenant que déjà, dans l'instant présent, j'étais beaucoup plus calme. Donc, ça m'a permis d'avoir des journées beaucoup plus apaisées. Et il y a au fil du temps une structure intérieure, une architecture de plus en plus solide qui m'habite et qui permet que je sois un peu moins, de temps en temps, ventilée par les événements extérieurs. Et ça, c'est important parce qu'on vit une période tellement intense. Les énergies, les planètes, la société, les nouvelles auxquelles je décroche complètement. Eh bien, je suis très heureuse de ce chemin. Je suis en gratitude de cet élan de vie. Aujourd'hui, je peux poser des mots. Lorsque je l'ai vécu, c'était purement être dans l'action qui fait du bien. Pour peut-être aider les auditeurs qui ne connaîtraient pas ou qui ont entendu parler sans savoir vraiment ce que c'est, comment tu définirais la géométrie sacrée ? La géométrie sacrée, c'est un savoir ancestral, millénaire, qui nous a été particulièrement transmis par l'Égypte et également dans les transmissions indiennes. Donc, des grands sages ont canalisé des lois universelles. Et pour faire court, c'est comment l'être humain peut être en lien avec le macrocosme et le microcosme. C'est-à-dire que l'univers immense dans son infini immense avec les planètes et donc les énergies qui gravitent autour de la Terre sont représentées au niveau de nos cellules à l'intérieur de nous. Donc il y a cette relation avec l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc lorsqu'on vient s'harmoniser sur les lois universelles qui sont beaucoup plus justes dans l'équilibre et qui sont immuables, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui à l'origine est totalement équilibré, mais de par
par l'histoire, les conditionnements, le chemin de vie, peut à certains moments avoir des pas de côté, un peu comme un déséquilibre, eh bien, la forme géométrique est une concentration qui vient résonner à l'intérieur de nous et nous permettre de nous équilibrer sans qu'on en ait conscience. En fait, au niveau visuel, les couleurs et les formes géométriques pénètrent à l'intérieur de nous par la rétine. C'est capté par la rétine et ça agit sur notre système neurologique et également par les pores de la peau. Donc, lorsqu'on a un tableau vibratoire dans un lieu de vie, on passe régulièrement devant et en fait, qu'on le contemple ou pas, il agit, il rayonne et donc il rentre en résonance à l'intérieur de nous et avec les habitants de ce lieu, de cette maison. Ça peut paraître complexe à comprendre, mais en fait, on est entouré de géométrie sacrée. Tout à fait, tout à fait. Elle est donc dans l'univers avec les planètes, elle est dans les fleurs. Elle est dans les coquillages. Alors, très souvent, tout se résume à la forme du mandala, la forme ronde, qui parle d'ailleurs de la genèse du monde. C'est-à-dire que dans un cercle, dans un mandala, il y a un début, une acmé, et ensuite il y a une fin, mais une fin qui n'est pas une fin, qui est tout simplement une transformation d'état et qui continue vers la renaissance. Et donc c'est une boucle vertueuse. Et il y a donc dans le mandala une concentration qui vient de l'extérieur, qui donc par symbolique représente, on pourrait le relier au premier chakra, la vie, la sécurité, le côté matériel, l'incarnation physique. Donc dans notre vie, ça va être l'extérieur, de comment tout ce qui nous entoure. Et puis au fur et à mesure de l'évolution dans les chakras, on passe par la créativité. Donc là, je vais mettre des ajouts de couleurs. Le rouge et le jaune du plexus solaire créent le orange. Le orange est à l'étage du nombril. C'est là où il y a la création donc du bébé. Donc c'est le siège de la créativité. Et donc dans le mandala, étape par étape, on va aller vers le centre. Et lorsqu'on se rapproche du centre, il y a un dénuement. On le dit, on se dénude. Donc en fait, ça veut dire qu'on quitte nos vieilles peaux. Dans la spiritualité, on pourrait dire qu'on épluche l'oignon, en fait. Donc on a un diamant à l'intérieur de nous et on vient enlever les petites couches. Donc là, c'est dans le sens où on va vers l'intérieur pour aller rejoindre la perle, le diamant que nous avons à l'intérieur de nous et qui est appelé par Carl Jung Gustav le soi avec un grand S. Donc c'est comment, par analogie et par symbolique, c'est de comment de l'extérieur, je peux venir me recentrer sur moi-même, me dépouiller des croyances, des conditionnements, mettre aussi en perspective les éventuelles blessures et donc mettre en perspective des guérisons et des transformations qui me permettent encore et encore de m'approcher au plus près de moi-même dans une intimité de soi à soi où on ose aussi se regarder avec courage parce que ça demande une grande humilité et beaucoup de courage de se regarder aux endroits où on n'a pas envie de se voir. Et c'est ok, et c'est important, et c'est là aussi où il est important d'apporter de la douceur et de la bienveillance, parce qu'en fait, le propos n'est pas de venir juger ce qu'on n'a pas envie de voir de nous-mêmes, mais c'est de l'observer avec recul et neutralité, de l'accueillir, et à partir de cet accueil, il y a une transformation, parce que ça n'a plus de raison d'être, et donc on fait encore un pas de plus pour arriver jusqu'au centre de nous-mêmes et être les êtres éveillés que nous sommes. Non, je plaisante. Je suis en chemin. Je chemine. Je tombe et je me relève. Toutes les peintures que tu réalises sont faites à partir de géométrie sacrée ou pas seulement ? Non, pas du tout. Peut-être que en coulisses, en sous-marin, à l'intérieur de moi, il y a la présence de la géométrie sacrée. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui le décide. Nous l'avons dit toutes les deux. La géométrie sacrée, en fait, elle existe partout. Le vide n'est pas vide, tout est vibration. Donc tout est onde. Et donc dans les ondes, eh bien, il y a partout ces formes de mandala. Donc c'est la vie, en fait, qui œuvre partout. Donc moi, je ne décide de rien. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes avec les voiliers. Ensuite, il y a eu les femmes de l'Inde avec des nus aussi que j'ai peints. Et ensuite, il y a eu plutôt les statues spirituelles. Je suis venue dans la géométrie sacrée. Et de par ce chemin de connaissance de moi-même, évidemment, j'ai visité aussi un petit peu le chamanisme, en tout cas j'en ai eu le parfum, et donc il y a les rêves
les rêves éveillés, il y a les voyages sonores avec la vibration, et donc il y a également les animaux totems. Donc je me suis intéressée sur la 2e et 3e année de manière à faire évoluer aussi les collections que je peux présenter au public. Il y a eu comme un intérêt tout à coup de m'approcher des animaux totems parce que ça rejoint de la symbolique avec les archétypes. Donc on peut être du signe de l'animal, par exemple comme un signe du zodiaque, ou alors ça peut être un animal qui est venu nous visiter dans des rêves ou dans un voyage sonore, ou alors peut-être une attirance qu'on ne pourrait pas expliquer, mais on se sent connecté à un ou plusieurs animaux. Et donc moi, ça a été très riche de visiter ça. Et je crois aussi que l'élan premier est que j'aime beaucoup les animaux. Donc j'ai un chat qui m'accompagne, Sacha, qui est très souvent à côté de moi lorsque je peins. Il est le gardien d'ailleurs de ces espaces invisibles qui sont ouverts lorsque je suis dans le processus de peinture. Et j'ai eu très envie de peindre les poils des animaux. C'est-à-dire pour moi, c'est comme une caresse. C'est vraiment avec le pinceau, pour moi, le pinceau glisse sur la toile, et autant j'ai caressé la peau des indiennes pour rendre toute la beauté de ces indiennes dans des saris flamboyants, autant là je me suis délectée du pelage, des plumes de la chouette, du loup blanc. Je crois que quand je touche du plaisir, eh bien, il y a de l'amour dans le tableau. Il y a quelque chose qui est au-delà de moi-même. Je perds la notion du temps et ça se ressent dans les peintures. Et les gens peuvent être interpellés et découvrir. Il y a une petite phrase sur ton site que je t'ai piquée. Peindre, c'est un moyen de comprendre la vie. Il y a autant de solutions que d'êtres humains. Et c'est une citation de Georges Touker. Oui, elle a quelque temps celle-là. Et c'est vrai que ça me permet de me replonger dans ce monde. Alors là, je vais glisser sur une conscience plus de l'art-thérapie. Parce que cette phrase, elle est vraiment que, en fait, nous sommes tous différents et nous voyons le monde avec nos propres perceptions. En fait, c'est une projection. Donc effectivement, dans le monde, il y a des milliers d'individus, enfin des millions d'ailleurs, d'individus différents. Donc, il y a plusieurs solutions. Et là, c'est le propos de l'art-thérapie, c'est-à-dire d'une consigne qui est demandée lors d'un atelier en groupe ou individuel. De la même consigne, elle va être donnée à la personne qui est là. Et en fait, il va y avoir une interprétation, donc une projection. Donc en fait, c'est très subjectif. Et l'art-thérapie vient vraiment travailler de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on utilise des principes de manière universelle. Parce que dans la psyché profonde, nous sommes tous les mêmes. Parce qu'on descend dans les cellules. Et donc en fait, nous sommes tous pareils. Nous cherchons de l'amour, de la reconnaissance. Nous sommes divinement bons, généreux, nous sommes amour et lumière. Et ensuite, il y a la différenciation qui commence à opérer. Donc là, on part du soi au centre du mandala. Et donc la différenciation vient opérer et on va vers les bords du mandala et on commence à être tous différents, avec un physique différent, des histoires différentes, des perceptions différentes, des ouvertures aussi différentes. Donc ça vient colorer, c'est comme si on mettait des lunettes et on va avoir des verres différents, un peu teintés de rose, de bleu, de vert. Donc en fait, la manière dont nous voyons la vie est colorée de notre perception de la vie et donc elle est très personnelle, elle est unique à chacun. Et donc le chemin de l'art-thérapie, c'est de pouvoir toucher l'autre à cet endroit de son unicité pour pouvoir l'accompagner au mieux dans son histoire personnelle. Donc tu es art-thérapeute et tu utilises donc la peinture comme média dans tes accompagnements? Oui, tout à fait. Alors, déjà depuis toute petite, voilà, j'ai gribouillé mes cahiers à l'école. Je suis d'une génération où l'art n'avait pas été une matière secondaire. Donc je dirais que moi, je n'ai pas eu l'élan suffisant de demander à mes parents. C'est-à-dire, j'aurais pu vraiment porter ma voix et avoir des envies. Et je pense que mes parents auraient pu m'écouter. Mais je me suis laissée entraîner par le programme de l'école de cette époque-là. Mes parents aussi. Donc, on m'a proposé très classiquement secrétaire, coiffeuse ou dans la gestion, etc. Je suis partie dans le tourisme. Déjà, un élan de voyage, mais je peignais tout le temps.
J'étais très bien, des bonnes notes en dessin et en peinture. Mais pour moi, c'était secondaire, donc je le faisais à la maison. Et puis ensuite, c'est aux Antilles, sur les bateaux. Comme j'étais hôtesse marin, équipage sur les bateaux, j'avais du temps de libre et pas forcément toujours la possibilité de rejoindre la terre pour faire des activités sur la terre. Et donc, j'ai très vite peint sur le bateau. Donc c'était un entraînement de peindre avec la vague, mais au mouillage, c'était un autre mouvement. Et c'est ensuite la vie qui m'a ramenée à ma ville d'origine, donc à Saint-Étienne. Je suis stéphanoise. Et là, j'ai découvert que ma maman était déjà décédée depuis plusieurs années, que mon papa était en difficulté de vie, tout simplement vieillissant. Et j'ai fait le choix de rester auprès de lui. C'est dans ma ville natale que j'ai poussé les portes d'un atelier de peinture. Et en fait, je croyais que je rejoignais juste des gens pour aller peindre en groupe. J'avais complètement occulté le mot art-thérapie sur la porte à l'entrée. Et ah oui, vraiment. En fait, c'est une amie des Antilles auquel je dis bonjour, Tassa, je t'aime, qui m'a aidée parce que pour moi, c'était beaucoup de chagrin de quitter le bateau et les Antilles et de me retrouver dans ma ville natale à accompagner mon papa vieillissant. Ça faisait beaucoup d'événements qui cumulaient des difficultés. Elle me dit, il faut absolument que tu trouves quelque chose qui te nourrisse, puisque tu vas y passer plusieurs années et que ça va être challengeant pour toi. Il faut que tu trouves une activité qui te soutienne. Et elle dit, regarde, t'as toujours peint seul, mais peut-être tu pourrais rejoindre un groupe. Bon, l'idée m'a effleurée et donc j'ai poussé cette porte. Mais vrai, hein, vrai. J'avais pas vu art-thérapie. Et le plus fort de ça. Donc le plus fort de ça, c'est que la vie nous propose, je trouve et j'observe. Et j'en ai eu l'effet vraiment réel avec une difficulté. Une maladie, une peine, une difficulté, une épreuve, la vie nous propose des ressources pour accompagner ce cheminement. Et donc moi, cet art thérapeute Gérald Quito, que je remercie à l'atelier Vers Lumière et que j'honore, j'ai de l'émotion dans la voix, il était spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées. Ça faisait 30 ans qu'il œuvrait dans un hôpital qui s'appelle La Charité à Saint-Étienne et il proposait ces ateliers d'art-thérapie à visée analytique transpersonnelle, donc il y avait un peu de spirituel, même beaucoup, sur l'accompagnement de la personne âgée. Donc c'était cadeau. Tu as poussé la porte de cet atelier sans savoir tout ça? Sans savoir tout ça. Incroyable. Incroyable. C'est en cela que je dirais que ma vie est riche de synchronicité et je crois que c'est une vibration, c'est un élan, comme l'élan auquel j'ai répondu avec la géométrie sacrée, c'est comment on réussit à s'écouter et à répondre parce que la vie nous parle à l'intérieur de nous tout le temps. Et donc là, il y avait Tassa, bien sûr, qui m'a aidée, mais j'aurais pu fouiller sur n'importe quel autre site, mais ma main a été téléguidée, mes pas ont été téléguidés dans cette rue pour pousser cette porte. Et donc, au départ, j'ai suivi les ateliers. Très vite, je me suis inscrite à la formation. Je dirais plutôt à titre personnel parce que il y avait beaucoup, la vie était intense d'accompagner une personne âgée, une personne qu'on aime vers une destination où on n'a pas envie d'aller. Et c'est que bien plus tard que j'ai réalisé qu'il était possible que je puisse accompagner les autres. Et d'ailleurs, les modules que j'ai proposés au printemps, là, ce cycle de 3 modules sur le sujet important du deuil, c'est parce qu'en fait, moi-même, je n'ai pas réussi. Il se trouvait qu'au décès de mon papa, je devais rendre le mémoire, la soutenance pour mon diplôme d'art thérapeute, et je n'arrivais pas à écrire. J'étais bloquée, c'est pas du tout ma grande spécialité non plus d'écrire. Et en fait, Gérald m'a dit, mais écoute, écris sur ton expérience. Écris donc sur le deuil, parce que je ressentais que ça me coupait de ce qui était actif à l'intérieur de moi à quelques mois du décès de mon papa. Et donc, ça m'a permis de continuer de plonger profondément dans les émotions, d'explorer toutes les facettes du deuil qui existent, et donc le mémoire. Donc, du coup, je me sens légitime et assez pointue pour pouvoir accompagner justement cette étape qui peut être difficile, qui est une étape quand même assez taboue, assez muette.
il y a de la pudeur avec les émotions, avec la mort. Il y a comme un parfum que si on s'en approche, on pourrait soit augmenter le chagrin, soit peut-être ne jamais s'en relever si on s'approche de l'émotion, soit peut-être aussi mourir nous-mêmes, parce que finalement, il y a symboliquement peut-être une petite mort aussi lorsqu'on accompagne le deuil, enfin le deuil qui se vit à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai envie de dire que le deuil peut se vivre autrement. C'est une libération de déposer des couleurs sur la feuille par rapport au deuil, et que ça peut être beaucoup plus joyeux qu'on ne pense parce que le fardeau est beaucoup moins sur nos épaules mais déposé sur le papier, sur le tableau. Et c'est peut-être d'autant plus tabou encore aujourd'hui que dans la nouvelle classification du DSM-5, qui est la classification des troubles psychiatriques et des maladies mentales, en tout cas, le deuil est reconnu comme pathologique au-delà d'un mois. Ouh, tu te rends compte, ça veut dire qu'ils considèrent dorénavant que si au-delà d'un mois, après la perte d'un travail, d'un être cher, enfin tout ce qui peut provoquer un processus de deuil, si c'est pas réglé au bout d'un mois, c'est que tu es du côté de la maladie mentale. Donc ça dit bien qu'il y a quand même une problématique dans la considération de ce que c'est que le deuil, et on sait bien que c'est un processus qui est très complexe. Donc voilà, donc là c'est un non-sens absolu. Donc c'est peut-être d'autant plus important de pouvoir proposer des accompagnements comme tu le fais, parce que ça peut être très vite psychiatrisé. Or, on sait qu'il faut du temps, et parfois il faut une année, peut-être 2, parce qu'il y a aussi des dates anniversaires, parce qu'il y a des événements de vie qui nous ramènent qu'il faut du temps. Oui, alors je connaissais pas cet extrême. Donc 1 mois, c'est juste impossible. Donc moi je dirais, voilà, en art-thérapie aussi, il y a une phrase dont j'ai oublié l'auteur, mais il y a urgence à prendre son temps. En fait, il peut y avoir vraiment un grand chamboulement. Donc, dans le deuil, on considère tout ce qui est perte, en fait. Il peut y avoir, comme tu l'as mentionné, la perte d'un travail, une séparation, un divorce, un déménagement. Lorsque les enfants grandissent, il y a les enfants qui quittent la maison, donc il peut y avoir le syndrome du nid vide. En fait, la vie est un processus de perte. On perd un stylo, on perd un animal, on perd notre jeunesse. On perd des cellules chaque jour. Et puis, il y a quand même aussi le processus où nous en gagnons aussi. Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut porter de la conscience à ce phénomène de perte qui, mine de rien, nous affecte, et de ne pas attendre qu'il y ait une grosse perte justement pour être en difficulté. Ça demande encore d'être au plus proche de nos émotions. Et cette société veut nous justement, c'est pas qu'elle veut, mais il y a des règles du jeu de ne pas être trop connecté à nos émotions, même pas du tout, parce que ça dérange. Donc en fait, s'intéresser au deuil, c'est s'approcher de quelque chose de très intime, de très émotionnel. C'est quelque chose qui peut déranger. Et tu as parlé aussi de notion de cycle. Et donc en fait, il faut laisser œuvrer la vie aussi. Donc il va y avoir à partir de la perte, peu importe la perte, il va y avoir donc un premier été, un premier automne, la date anniversaire, la première visite où on retourne dans un lieu qu'on a connu avec la personne, ou alors de retrouver un nouveau travail. Et donc en fait c'est comment réapprendre à vivre, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt sur l'image, c'est plus jamais comme c'était avant. C'est pas encore comme ça va devenir. Et là, on est dans un état où les pièces du puzzle ont explosé. J'ai envie de dire aussi qu'il y a des effets collatéraux qui sont oubliés à une séparation, un divorce ou la perte d'un être cher, dans le sens où ça change le mode de vie. On peut être obligé de déménager, on peut être obligé de changer de situation. Il peut y avoir vraiment une situation financière qui peut être modifiée. Donc en fait, on va avoir plein d'espaces qui sont modifiés. Et ça, c'est très déséquilibrant pour l'être humain. Et on nous demande de réintégrer le travail illico presto. Donc, il y a plusieurs choses malgré tout. Le fait des fois d'avoir un travail où on est obligé d'aller, ça va nous aider. Parce que quelque part, ça va nous tenir debout, là où on n'a pas envie d'aller, mais ça peut être un tuteur, on va l'appeler comme ça. Mais aussi, des fois, ça va vraiment nous épuiser. Donc, en fait, c'est comment, justement, l'accompagnement du deuil, c'est aussi de pouvoir aider la personne à s'approcher de l'équilibre. À quel moment c'est aidant, à quel moment ça ne l'est pas. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on pourra éventuellement quitter ce travail, mais on pourra avoir modéré les attitudes vis-à-vis des choses et trouver des ressources. Donc, dans le processus du deuil,
dans un premier temps, c'est d'accueillir. Et c'est d'accueillir les bras grands ouverts, la peine, le chagrin, et de se laisser aller aux larmes. Et c'est vraiment une libération émotionnelle, ça libère des tensions, ça soulage, ça allège le cœur et ça allège les épaules. Et il n'y a pas de quantité de larmes. La perception, on en revient à ce que nous sommes tous différents. Il n'y a pas de petits et de grands malheurs. Il y a la perception intérieure de ce qui nous arrive. Et ça, c'est un petit peu conditionné aussi par notre enfance et le cheminement que nous avons eu jusqu'à cette étape. Il n'y a pas de vie non plus sans difficulté. Donc, on ne peut pas enlever les épreuves de vie. L'art-thérapie ne propose pas de vivre une vie lisse sans épreuves. Par contre, elle propose d'être tenue par la main et de cheminer ensemble pour réussir à traverser l'épreuve. Donc, il y a l'accueil émotionnel dans ce premier module. Ensuite, il y a la mise en transformation, parce que de ce principe où il y a un dépôt sur l'étoile et une décharge émotionnelle, ça nous laisse de l'espace à l'intérieur de nous pour prendre du recul. Bien sûr, ce sont des grands principes. Donc, on prend du recul, et de ce détachement et de prendre du recul, on peut avoir une vision plus globale de la situation. Et moi, j'aide la personne à mettre en transformation. Et en le mettant d'une manière concrète en transformation sur le tableau, qu'on peut découper, qu'on peut brûler éventuellement dans un feu purificateur ou qu'on peut transformer avec des couleurs, on agit concrètement sur la matière. Donc, il y a un premier mouvement dans l'accueil qui part de l'intérieur, l'émotion se dépose sur le tableau. Donc, je pars de l'intérieur de moi-même, je vais vers l'extérieur à travers mon bras, ma main, le pinceau sur la toile. Au moment de la transformation, il y a un mouvement concret de transformation dans la matière qui, de manière intrinsèque, vient agir à l'intérieur de ma psyché. Donc, je pars du tableau, de l'extérieur, ça rentre à l'intérieur de moi, et en transformant le tableau, eh bien, il y a un effet de transformation à l'intérieur de moi. Et le troisième module, c'est l'acceptation, c'est accepter le principe de vie. Vivre, c'est mourir. Il y a un début et une fin. Et on appelle ça une fin, mais en fait, logiquement, on dit en yoga, c'est une transformation d'état. Et donc, en fait, on passe de l'état physique à l'état invisible. On peut partir du postulat que l'âme continue son chemin. C'est le corps qui part. Et donc, évidemment, on ne peut pas nier la réalité. Donc là, je reviens au premier module qui est l'accueil de la peine et du chagrin. C'est que lorsque quelqu'un meurt, en fait, c'est le chagrin de ceux qui restent qui est là. Parce qu'il va y avoir un vide dans la maison, il va y avoir le vide de la séparation, de la perte d'une personne ou d'un animal ou d'une situation, ou le passage à la retraite. On perd notre vie active, on perd le côté social de se rendre dans un bureau et de dire bonjour et d'avoir des amis. On est mis sur le côté de la route, et les gens qui, par exemple, auraient dédié toute leur vie à travailler tête dans le guidon, tout à coup, le jour de la retraite, à la fois pendant quelques semaines ou quelques mois, il y a un repos, il y a du loisir, il y a du plaisir. Et puis tout à coup, il y a un vide intersidéral éventuellement. Si on ne trouve pas des ressources, des activités et de se relier au monde du vivant. Donc là, moi, je parle de tous les deuils et de toutes les pertes. C'est vraiment global. Eh bien, dans cette acceptation de la vie, il y a un changement d'état. Donc la perte crée le vide, donc la peine de ceux qui restent dans cette situation qui n'a pas été choisie. Donc la retraite, etc. C'est le temps qui passe, on vieillit. On voudrait bien arrêter le temps. Moi-même, je le souhaite. Donc c'est comment d'accepter que ça va être inhérent à la vie. Il y a des pertes, et donc il y a plaisir et difficulté, il y a bonheur et chagrin, et donc c'est comme les deux faces, c'est pile et face d'une même pièce. Et donc on revient à la symbolique de la dualité de ce monde où nous venons expérimenter la séparation. Nous sommes partis du tout. Alors je reprends le grand concept. Cette conscience invisible s'incarne, elle descend dans ce corps qui est un véhicule, qui est notre temple, de manière à ce que nous puissions faire l'expérience de la vie. Sentir, goûter, aimer, entendre, vibrer avec la musique, etc. Donc c'est tous les sens du corps. Et le corps, c'est pour ça que le corps est si important. C'est pas le corps, c'est la conscience qui habite ce corps qui nous permet de faire l'expérience de la vie. Seulement, nous vivons la séparation du grand tout. Nous sommes passés de lumière et tout amour à la totalité par une étape très très agréable dans le ventre de la maman où là on est en symbiose totale, la fusion, et derrière claque séparation.
naissance, séparation, la froideur d'une éventuelle pièce d'accouchement, séparation. Ensuite, il y a selon justement la maman et le papa accueillant, doux et puis très tactile, il va y avoir les sentiments, les sensations de sécurité de base qui sont nécessaires à l'établissement de la confiance dans la vie. Donc l'enfant, le bébé va grandir, waouh, la vie est une aventure, j'ai confiance, ou éventuellement j'ai peur, le monde est dangereux. Et bien sûr, il y a des nuances à l'intérieur, c'est pas blanc ou noir. Mais donc, dès la naissance, au moment où l'enfant accouche et qu'ensuite 1 an, 2 ans, il va prendre conscience de son individualité lorsqu'il se regarde dans le miroir et qu'il est séparé de la maman, il y a donc séparation. Et ça amène chagrin parce que nous sommes séparés, inconsciemment, chagrin, du grand tout. Et donc, on peut trouver l'amour, on crée une famille, on va s'accrocher à un travail. Tout ça, c'est des amours conditionnés parce que c'est conditionné à des circonstances avec un début et une fin. Et pour moi, la vie, c'est de venir réussir à descendre à l'intérieur profondément pour trouver cet état de calme qui rejoint le grand tout sur lequel on peut s'appuyer. Et puis, en fait, c'est réaliser la lumière, l'amour, le grand tout avant de mourir à notre tour. Puisque à la mort, éventuellement, c'est un postulat. Bien sûr, on l'accepte, on l'accueille ou pas. Ça regarde chacun et chacune que lorsqu'il y a le corps qui meurt, eh bien, l'âme continue son voyage vers d'autres incarnations. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à considérer la vie ainsi. Ça me porte. Ça me fait du bien. Alors toi qui as mené déjà ta première session d'atelier sur le deuil, alors tout ce que tu nous racontes en termes d'évolution d'un module à une autre, moi ça m'a fait penser effectivement à toutes les étapes du deuil et comment on est dans l'introjection, c'est ça? Projection au départ. Oui, ou comment et puis introjection. Oui, tout comment à fait. on intériorise. C'est ça. C'est ça, c'est l'introjection. C'est ce terme-là, oui, Ouais. introjecter. Comment est-ce qu'on introjecte l'autre disparu en soi et quand on arrive à le faire vivre à l'intérieur de soi sans éprouver de la tristesse ou être envahi par des émotions, là on arrive effectivement peut-être dans ce travail d'acceptation et on peut considérer peut-être qu'on a fait le deuil de ce qu'on a vécu. Dans ce que tu nous racontes dans l'évolution de tes modules, effectivement tu nous fais faire aussi peut-être un travail de deuil, l'air de rien à travers ton accompagnement en art-thérapie. Mais c'est peut-être aussi ça l'intention. Oui, tout à fait. Je vois que tu connais bien le sujet parce que tu as dit les mots. Ce sont des restes de ma vie de psychologue en palliatif, en gériatrie. Ah bah voilà, c'est ça. Parce que c'est les mots que j'aurais employés dans le sens où, comme j'ai dit, au moment de la perte, il y a donc dans cette réalité quelque chose qui n'est plus là. La présence d'une situation ou la présence d'un être humain, la présence d'un animal ou d'un lieu. C'est-à-dire que si on subit un déménagement ou une faillite et qu'on change de région, il y a tous nos repères qui sont modifiés d'une situation que l'on n'a pas choisie, donc que l'on subit. Lorsqu'on subit, il y a souffrance, il y a résistance à l'intérieur de nous. C'est très fatigant aussi, c'est très épuisant, c'est très fatigant. Ça prend énormément d'énergie. Et donc, en allant dans ce processus, alors moi, c'est le cycle est construit comme ceci pour justement apporter l'évolution, mais c'est quelque chose qui va se vivre au quotidien. Moi, je donne la piste, je donne l'élan, et ça se vit bien sûr au quotidien avec la personne. Et donc, en fait, c'est en posant, tu me disais, comment est-ce que concrètement on peut introjecter, donc c'est le terme exact, c'est-à-dire que de ce vide, de par la perte de situation ou de personne, il va y avoir des actes très concrets. Et c'est en cela que l'art-thérapie peut venir nous aider. Alors, moi, j'ai été spontanément, enfin non, j'ai pas été spontanément, mes pas m'ont porté vers l'atelier de peinture à Saint-Étienne, donc ça a été parfait pour moi. Mais ça peut se faire avec de la musique, avec un instrument, ça peut se faire au travers de la danse, ça peut se faire aussi avec de la terre, c'est beaucoup plus archaïque, on touche d'autres émotions. J'ai un ami ici sur Anglette aussi qui utilise la bibliothérapie, c'est-à-dire c'est à travers les livres, donc Lionel. C'est merveilleux parce que il y a différentes propositions et qui vont résonner
raisonner justement avec chacun et chacune puisque nous sommes tous différents. Le chemin est quand même demande du courage et demande un engagement et de l'implication. Donc je dirais aller vers quelque chose qui vous appelle. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir du plaisir à peindre ou à danser, et d'ailleurs c'est pas exclusif parce qu'on peut glisser de l'un vers l'autre, eh bien ça va être plus facile sur le chemin parce que au moment où ça va être un petit peu exigeant, qu'il va y avoir des émotions et puis qu'il se passe des choses intenses, eh bien c'est toujours plus facile avec un médium qui nous a attirés et qui nous plaît. Et donc c'est vraiment par des actes concrets. Donc moi ça va être sur le tableau, ça va être en peignant, en prenant du plaisir. Une amie de Saint-Étienne auquel je fais encore un clin d'œil, Rosemonde, a appelé son atelier d'art-thérapie la peinture sur soie. Donc il y a un jeu de mots avec la soie, qui est une texture noble, donc qui nous ramène aussi à notre nature noble et qui en même temps soie, donc le grand soi qui est à l'intérieur de nous. Donc en fait, en passant du temps en peignant sur les tableaux, en les découpant, on fait des collages également. Il y a des peintures spontanées, il y a des peintures beaucoup plus réfléchies, il y a celles où on va passer du temps, il y a des expressos, on dit, comme le café, où ça va être juste 5-10 minutes pour jeter de l'énergétique sur le tableau. Donc il y a plein de petits outils, enfin non, de grands outils puissants en art-thérapie qui sont proposés et qui vont œuvrer. C'est-à-dire que le propos du travail sur le deuil, c'est de faire le lien entre le concret et l'invisible. Donc concrètement, en agissant dans la matière, on agit à l'intérieur de nous. Et après, c'est patience, douceur, accueil. Il va y avoir des vagues. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc on peut une semaine se sentir bien, un jour on se sent moins bien. Donc c'est comment aussi je peux amener de la confiance. Ok, je me sens pas bien, mais j'ai confiance. Il y a aussi une phrase importante, c'est que il y a une chose permanente, c'est l'impermanence. Donc tout passe. Et tout se modifie et tout se transforme. À chaque seconde, tout est différent et n'est plus comme c'était. Donc, cette peine qui vous assaillit ce jour-là, si vous n'êtes pas obligé d'aller à votre bureau, laissez-vous aller à cette peine. Parce qu'en plongeant dans l'émotion profondément, peut-être prendre de l'écriture et jeter des mots, peindre pendant un petit quart d'heure, il y a quelque chose qui va se décharger, une libération de tension émotionnelle qui va faire que derrière, il y a une éclaircie, un espace qui s'ouvre. Le deuil est très éprouvant, très fatigant et donc l'art-thérapie vient ouvrir des petites fenêtres, des petites éclaircies où on respire un peu. C'est pas gagné encore, on n'est pas totalement dans le flot de la vie avec bonheur, mais il y a une petite embellie et d'embellie en embellie, de petit pas en petit pas, eh bien un matin c'est plus doux. C'est plus léger. On peut peut-être se rouvrir à un rire, à un cinéma, à une soirée avec des amis, peut-être se réouvrir à la rencontre. Mais il est vraiment important de venir transformer à l'intérieur de soi pour se réouvrir avec amour et pas se réouvrir avec peur. Voilà, il me semble. Je rebondis aussi sur ce que tu dis, sur le fait que c'est pas un processus linéaire. C'est vrai qu'on a pu aussi être biaisé par les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross qui a décrit les 5 phases du deuil. On passe du déni à la colère, la dépression, il m'en manque une, et l'acceptation. Mais en fait, le problème, c'est qu'on croit que une fois qu'on a passé ces 5 étapes, ça y est, c'est terminé, on a fait notre deuil. Or, en fait, il y a des va-et-vient. Et comme tu dis, il peut y avoir un moment de tristesse et de chagrin. Et si on peut ne pas aller travailler ou peut-être de consacrer du temps et accepter qu'on est dans cet état-là à ce moment-là. Oui. À condition que ce soit pas un état dans lequel, que ce soit cristallisé non plus. Mais voilà, il faut pas penser non plus qu'on passe d'une étape à une autre et ça y est, c'est terminé. On y revient, en fait. Et c'est le temps aussi qui fait son travail. Oui. Et c'est là où ça peut être des étapes décourageantes. Et c'est là, oui, tout à fait. En fait, c'est le livre est Marchandage. à côté de nous. Oui, tu m'as sorti son livre sur le chagrin, le deuil. Donc les 5 étapes, c'est déni, colère, marchandage. Il me manquait celui-là. Tiens, intéressant de l'avoir oublié, celui-là, marchandage, dépression et acceptation. Tout à fait. Donc, ce sont des étapes très très importantes. Donc, elle a été précurseur avant nous toutes, et donc je m'appuie là-dessus. Et effectivement, c'est peut-être pas si mentionné dans le livre, mais depuis on a du recul, que c'est fluctuant. Et c'est là où ça va être éventuellement décourageant. Et c'est là où toute la difficulté est d'être sur le fil du rasoir. Moi, je suis là pour donner l'élan avec des étapes de modules, mais bien sûr, ce qui serait intéressant, c'est que la personne s'engage dans un travail beaucoup plus régulier et de longue haleine, et également donc avec cette implication, mais
le fil du rasoir, c'est d'être en équilibre. Et la grande sagesse, en fait, c'est de réussir à accepter que les états sont changeants. Et donc, c'est décourageant. C'est un peu comme quelqu'un qui commence à faire un régime. Et en fait, on ne va pas avoir les effets tout de suite. On est plutôt dans la frustration, on est plutôt dans la faim. Peut-être pas un régime, mais comme par exemple un jeûne. On est plutôt dans la frustration au début, on est dans la faim, le mental ne s'arrête pas, on ne pense qu'à ça. Et donc, l'effort est surhumain. Et donc, il faut suffisamment tenir un petit peu, c'est-à-dire de continuer à poser des actes. Et donc, c'est pour ça que je propose de l'écriture tous les jours, même que 5 minutes, de faire un petit dessin, même que 5 minutes, parce que 5 minutes, c'est 5 minutes de gagner. Et c'est le côté répétitif, sans voir le bout du tunnel, qui va de toute façon agir, parce que c'est une notice, en fait, c'est un protocole. En agissant, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir des résultats nouveaux, sans changer le quotidien. Donc, pour avoir un autre résultat, il faut absolument changer nos actions dans la journée. Donc, 5 minutes de peinture, 5 minutes de lecture, un cadeau aussi, aller marcher dans la nature, écouter une belle musique. On peut pleurer 5 minutes avant et pleurer 5 minutes après. Et tout à coup, je me souviens aussi, en art-thérapie, on nous parle de l'intelligence de l'enfant, c'est-à-dire cette conscience qui est toute neuve. L'enfant, il pleure, il rit. Mais quand il rit, il est pleinement dans son rire. Et quand il pleure, il est pleinement dans son chagrin. Par contre, ça peut durer 2 minutes. Donc, l'invitation, c'est de descendre pleinement dans l'émotion. À partir du moment où on descend pleinement, elle se dissout. Elle se dissout tout simplement parce qu'elle a été entendue, reconnue et vécue. Elle n'a plus besoin d'être là. Les émotions sont des drapeaux qui viennent nous dire « occupe-toi de moi, occupe-toi de toi, occupe-toi de moi ». Ce sont on nous parle. En tout cas, je crois qu'il faut pas banaliser en tout cas le deuil, quelle que soit l'origine ou la cause du deuil. En t'écoutant parler, du coup, en échangeant avec toi, je me souviens, moi j'ai travaillé dans une structure spécialisée en soins palliatifs. Donc on avait des lits et une unité de soins palliatifs, donc on accueillait spécifiquement des personnes qui étaient atteintes d'une maladie grave. On faisait de l'accompagnement au deuil pour les aidants, pour les familles, mais était toléré, on va dire, 1 à 2 entretiens. Sauf que un ou 2 entretiens ne suffisent pas à accompagner quelqu'un à faire son travail de deuil. La peur, c'était peut-être qu'on soit moins disponible sur les services, mais en fait, il n'y avait pas tellement de demandes d'accompagnement de deuil. Les familles n'osaient pas ensuite revenir dans les services, ce que je pouvais aussi comprendre. Donc, il y a des familles que j'ai accompagnées sur du long terme. Mais c'est pour te dire aussi que même en étant dans un service très spécialisé, on considérait qu'en 2 séances, ça y est, c'était réglé. 2 séances avec la psy, à parler pendant 3 quarts d'heure, c'était suffisant pour régler le problème, quoi. Oui. Or, pas du tout. C'est déjà bien que ça existe, mais ça dénote encore de quelque chose qui ne commence pas déjà. C'est-à-dire que ces enfants qui ont grandi sont un jour en deuil, en accompagnement d'un parent qui part ou d'une maladie, en soins palliatifs. Donc, ayant grandi en s'éloignant des émotions et de l'accueil et de la connaissance de soi, eh bien, après, on est des grands adultes, mais finalement complètement handicapés au niveau émotionnel. Et donc, du coup, on a des mécanismes de défense, on a des personnages pour tenir debout. Donc, c'est vrai qu'il faut pas qu'on s'écroule non plus. Et donc, il y a tous ces tabous et tout cet invisible qui s'installe. Enfin, pas vraiment c'est invisible, mais disons des espaces qui cloisonnent tout cela. Et donc ensuite, ce sont ces mêmes adultes qui sont au chevet des parents qui partent. Donc le parent ou la personne qui est dans la maladie est complètement démuni, n'avait pas éventuellement travaillé ou envisagé ou s'était pas éventuellement posé la question en amont. Donc au moment où on est au cœur de la douleur, au cœur du désespoir, au cœur de la souffrance, il y a très peu d'énergie pour pouvoir mettre en perspective. Alors il arrive, on pourrait dire comme un miracle, des shifts, parce que en fait c'est là où il y a la bascule, parce qu'en fait au pied du mur il peut y avoir la bascule. Et puis en même temps, elle n'arrive pas forcément, et c'est surhumain de demander, d'imaginer que la personne sur son lit de maladie et de mort va pouvoir conscientiser réellement cette approche du passage. Et pour les accompagnants, pareil. En fait, on est des handicapés émotionnels de la relation à soi et la relation aux autres. Donc ça commence en amont. Donc ça existe, donc c'est bien. Mais je crois, alors peut-être en plus avec cette période que nous vivons, le plus grand challenge est de se prendre par la main, de ne pas attendre de l'extérieur et de cheminer nous-mêmes. Parce que en fait, toute la vie est là, il y a des grands sages aussi qui nous l'expliquent, toute la vie est là pour apprendre à mourir. Mais apprendre à mourir, ça ne fait pas mourir.
Et moi-même, j'avoue que j'y pense pas beaucoup. J'ai une bonne santé, donc je ne vis pas dans la peur de la mort. Mais par contre, j'apprivoise avec la philosophie, avec les enseignements du yoga, avec la gestalt thérapie qui m'a aidé à me connecter au corps par le massage et à descendre dans cette intimité intérieure de manière à pouvoir relationner au monde plus profondément. Et puis à l'art thérapie aussi. J'apprivoise le concept de, pour moi, ce changement d'état. Et donc, pour essayer de l'apprivoiser, et j'ose espérer être habité avec moins de peur au moment fatidique et peut-être avec plus de conscience pour ce passage. C'est un passage. Mais il est important de s'y préparer et d'accompagner les gens qui le vivent. Et donc, on revient à quelque chose qui peut se cristalliser à l'intérieur de nous. Donc, il y a un phénomène à l'intérieur de nous naturel. Nous sommes naturellement dotés pour rentrer en résilience par rapport au deuil. Si nous avons une écoute suffisante de nous-mêmes et si nous nous donnons du temps, de la douceur, de la bienveillance. Et comme on est un peu cerné par un monde de fonctionnement qui va vite, c'est ça qui nous déconnecte aussi de ce temps qui est nécessaire à une certaine maturation. Donc, ça peut se cristalliser à l'intérieur de nous sans que nous en ayons conscience parce que nous avons sauté l'étape un petit peu précipitamment. Donc ça veut dire qu'on s'est distrait, on a un peu refoulé, on s'est distrait, on est reparti dans des activités très rapidement et en fait l'expérience nous sera reproposée. Pas forcément avec une autre perte mais à une autre occasion parce que la vie est intelligente et elle vient... Alors des fois si on n'écoute pas, ça va nous être proposé de manière plus intense, avec plus de gravité, plus d'impact sur nos vies. Et au contraire, si on élague, si on transforme, si on gère un peu par là la poussière sous le tapis, à droite, à gauche, eh bien des fois ça revient, mais de manière plus légère, comme pour nous montrer où est-ce que j'en suis sur ce sujet-là. Alors, il faut pas croire qu'on est en échec. C'est-à-dire que l'expérience peut nous être proposée, une épreuve, mais c'est pas que ça n'a pas fonctionné avant. C'est tout simplement que ça nous est proposé à un autre niveau vibratoire pour un peu checker où est-ce qu'on en est et c'est toujours en évolution. Il y a une spirale vertueuse qui nous tire vers le haut dans le processus d'individuation. Donc, c'est en cela que tout est impermanent, comme on le disait. Il y a des vagues. Ne pas perdre courage. Et les temps qui sont difficiles, on va pouvoir observer qu'ils se raccourcissent. C'est-à-dire qu'avant, on peut être plongé pendant plusieurs mois ou quelques années dans des choses difficiles. Après, ça se raccourcit à quelques mois. Après, ça peut être sur une semaine ou une matinée. Et après, des fois, on peut sentir arriver la situation, hop, on a ce recul et on sent qu'on pourrait avoir le scénario qui se met en route à l'intérieur de nous, c'est-à-dire d'agir comme avant et d'avoir le conditionnement et la croyance d'avant. Et là, hop, ah non, mais attends, ok, et là, je suis en vigilance et ok, je suis tout de suite là et tout de suite, je modifie. Je pense que tu as déjà répondu à la question, mais d'où te vient ton intérêt pour la transformation de l'humain? Est-ce que ça s'origine dans l'expérience personnelle dont tu nous as partagé Je crois que oui. Ouais. Je suis tombée et c'était la faute du monde entier. Donc j'ai dans ma vie j'ai eu des expériences difficiles comme tout le monde, ni plus ni moins. Je crois que c'était surtout ma perception aussi colorée par une enfance particulière qui m'a fragilisée dans certains espaces de ma vie. Et pendant une étape de vie, c'était la faute d'un mauvais travail ou de mes relations où j'habitais pas au bon endroit, où je faisais pas les choses qui allaient bien. Enfin voilà. Et puis j'ai déménagé. Et quand j'étais sur ce bateau, je me suis arrêtée dans une bibliothèque municipale à Saint-Martin et j'ai attrapé un livre d'Arnaud Desjardins, un grand sage qui nous a quittés. Et je crois que c'était le tome 1 de La sagesse de la vie ou la vie, tout simplement. Et lorsque je l'ai lu sur le bateau, le livre m'est tombé des mains parce que c'était comme s'il était écrit pour moi. C'est-à-dire que ça parlait des émotions, ça parlait du mental, ça parlait de l'inconscient, le conscient, ça parlait de comment on pouvait se sentir séparé. Et j'ai dit, mais donc en fait, je me disais, il y a donc quelqu'un qui a écrit ce livre et qui ressent ce que moi j'ai pu ressentir. Donc ça m'a fait déjà me sentir moins seule au monde. Dans ce livre, j'ai lu qu'il pouvait y avoir moyen de prendre de la distance avec tout cela et de comprendre que ça pouvait se passer autrement. Et l'année d'après, je commençais le yoga et derrière avec les enseignements, avec l'Inde. En fait,
c'est ma blessure, les blessures qui m'ont... De toute façon, c'est où je continuais d'être entre guillemets malheureuse parce que j'arrivais à maintenir un équilibre de façade, ou alors je pouvais toucher ma vraie nature et donc m'accomplir. Et ce livre m'a fait comprendre que je pouvais trouver des ressources. Voilà, c'est ça. Donc après, je suis allée de livre en livre, de podcasts, en conférences, des séminaires, des ateliers. J'ai trouvé ça passionnant et je me sens extrêmement vivante lorsque je suis en stage, lorsque je suis en séminaire ou en retraite, parce que, étant donné que tout est concentré sur l'étude de soi et la connaissance de soi, je trouve qu'il n'y a rien de plus vivant. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de toutes tes autres casquettes. Alors, tu as glissé de temps en temps la Gestalt-thérapie, tu as glissé de temps en temps le yoga. C'est pour ça que je t'ai pas présente au début, parce que tu fais plein de choses et je ne savais pas comment tu voulais te présenter, ce que tu voulais mettre en avant aujourd'hui. Je sais pas trop moi-même. En fait, j'ai cheminé au fil des épreuves de vie qui m'étaient proposées, en étant complètement protégée et guidée par une énergie lumineuse autour de moi, qui, à chaque difficulté, me donnait des ressources et des outils. Donc en fait, en partant naviguer sur l'eau, j'ai trouvé la contemplation et l'union avec la mer, et donc la mer MERE, l'océan, mais également la mer MERE. Et je me rends compte que sans en avoir conscience, ça a guéri beaucoup de choses à l'intérieur de moi avec ce mouvement de bercement sur la mer. De cette île où j'étais à Saint-Martin, j'ai poussé la porte d'une école, d'un stage de massage qui m'a amené à la Gestalt-thérapie, au sensitive Gestalt massage. Donc ça m'a permis de descendre dans mon corps et d'être à l'écoute de la respiration, à l'écoute des sensations corporelles. Ça m'a réconcilié avec le toucher, avec l'autre. Donc du coup, j'ai gagné en confiance du contact physique. De ce contact physique, j'ai eu un relationnel beaucoup plus apaisé avec les autres êtres humains. Ça m'a amené ensuite à l'art-thérapie à Saint-Étienne, qui m'a permis d'accompagner au plus juste mon papa. Et j'ai envie de dire, ma maman était déjà décédée, mais j'avais été dans l'évitement, j'avais été dans la fuite. Et donc là, je suis restée sur place et j'ai réussi à ne pas m'enfuir. Donc, je dirais que c'est mon papa qui m'a accompagnée parce qu'en fait, il m'a appris éventuellement à mourir et à s'approcher de ce passage. C'est initiatique d'accompagner quelqu'un vers la mort. Et ensuite, en sous-marin de tout ça, en socle de la maison, des fondations, il y a le yoga qui m'accompagne depuis toutes ces années. Donc avec le Hatha Yoga dans un premier temps, qui m'a vraiment, je suis celle que je suis grâce au Hatha Yoga. Et depuis ces dernières années, j'explore le Kundalini Yoga, qui également transforme la femme que je suis. Et j'ai encore un cycle tantrique qui m'a permis aussi de m'approcher de la femme sacrée et donc de réconcilier en moi le féminin sacré, donc la polarité, avec la polarité du masculin sacré qui fait énormément écho au Kundalini et à la géométrie sacrée. Et donc en fait, je ne peux parler que de ce que je connais bien, de ce que j'ai exploré moi-même en toute humilité, parce que sinon je serais tombée. Et d'ailleurs, je suis tombée, mais je dirais que ces différentes cordes à mon arc que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de me relever. Donc, j'ai envie de le partager aux autres parce que j'ai envie de dire c'est possible. C'est possible et puis d'aller vers ce que vous aimez. Moi, j'ai été vers des élans qui vont peut-être parler à certains ou à certaines. Donc, oui, c'est possible. C'est possible. Je pense qu'on a compris quelle était ta raison d'être. Donc, aider l'autre à cheminer et à se transformer. Et dernièrement, donc notamment dans son parcours de deuil, puisque c'est ce vers quoi tu t'orientes aussi, puisque tu as de nouveaux ateliers à la rentrée. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un module qui a donc été mis en place et puis qui a été mijoté, qui est arrivé à son accouchement. Et donc, il y a un module de printemps qui peut être aussi à une période où justement on peut se délester du passé pour s'ouvrir au printemps et à l'été qui arrive. Et il y a aussi le phénomène de l'automne, où c'est un moment où on va descendre à l'intérieur de nous, les feuilles vont tomber des arbres, on est dans le dépouillement. C'est une bonne occasion de venir aussi explorer à l'intérieur de nous. Et puis de toute manière, c'est un sujet qui peut être à l'ordre du jour à tout moment de l'année. J'ai envie de dire que ça peut être joyeux, c'est-à-dire que
travailler sur le deuil, ça n'est pas forcément souffrir toute une journée lorsque je propose le module. Et au contraire, vous pourriez être surpris de découvrir qu'il y a de l'allègement, de la joie, de la bienveillance, de la douceur, parce que c'est un espace de cocon, un espace d'intimité. Et il y a également les ateliers de peinture un peu plus ludiques. Donc moi, j'ai une personnalité riche, je suis un bélier, tout feu, tout flamme. Je brille au printemps, c'est pour ça que j'ai plusieurs facettes qui brillent, qui rayonnent. Et donc il y a également la peinture dans un axe de joie et de partage, où on va découvrir l'espace d'un artiste connu et comment est-ce qu'on pénètre sa vie, comment est-ce qu'on pénètre les émotions qui l'animaient, et au niveau du pinceau, comment est-ce qu'on va utiliser le pinceau différemment, justement avec la technique du peintre. Donc c'est des espaces qui sont complètement différents, qui peuvent s'adresser à des publics différents. Mais par contre, moi, comme je reste la même, je vais y glisser mes connaissances d'art-thérapie. Et dans l'art-thérapie avec le deuil, j'amène ce côté pétillant et jouissif de la vie, parce que c'est la vie est partout. À chaque instant, il y a mort, vie, mort, vie, mort, vie. On peut pas se séparer. On te retrouvera au festival organisé par Dolores au mois de décembre, dont la thématique principale, on peut le dire, c'est sur la géométrie sacrée. Tout à fait. Donc, Dolores est quelqu'un qui réunit les êtres humains, qui est très ambitieuse. Et donc, en fait, elle a à nouveau ce festival des arts le 7, 8 et 9 décembre, axé principalement sur tout ce qui est vibratoire et la géométrie sacrée et les ondes de forme. Et donc, j'ai l'honneur d'y avoir un stand. Donc, on pourra à la fois admirer les tableaux, et j'animerai des ateliers vibratoires avec certainement le mandala, qui est une peinture méditative en 9 étapes. Donc, ça se déroulera dans la journée sur plusieurs épisodes. Il y aura une petite inscription sur place, et ça va être des moments très très chaleureux pour ce début du mois de décembre. Donc, Dolores est une personne qui a été importante dans des moments de vie un petit peu délicats pour moi en 2017, 2018, 2019. Et puis maintenant, on partage du bonheur. C'est-à-dire, je surfe la vague de la joie. Comment est-ce qu'on peut te retrouver ou communiquer avec toi? Alors, j'ai une page Facebook. J'ai également le site soham-biarritz.com. Il y a mon numéro de téléphone. J'ai une chaîne YouTube dont je te donnerai les coordonnées, qui est relativement timide, qui n'est pas très alimentée pour l'instant, mais que je peux petit à petit nourrir de plus en plus. Je suis également sur Instagram de temps en temps. On peut me téléphoner, bien sûr j'ai un email. On peut voir les peintures de manière régulière dans des lieux d'exposition ou des fois dans des salons de bien-être. Donc ça, je communique par publication. Voilà. Et donc, il y a pour l'instant donc ces projets de modules qui existent déjà et qui vont se proposer, pourquoi pas 2 fois par an. Il pourrait y avoir des projets selon la demande d'ateliers plus réguliers d'art-thérapie, peut-être bimensuels. Il y a les propositions ponctuelles de peinture d'un artiste connu sur un module de 3 heures qui peut se faire à domicile ou également dans une salle. Et il pourrait y avoir prochainement des projets de communication sur vivre le deuil autrement. Donc ça serait l'éventuel titre qui pourrait se faire par vidéo, par podcast, et hors scène, je te communiquerai le nom de quelqu'un qui souhaiterait te rencontrer et peut-être collaborer. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Marie-Laure? Alors, tu entends par quoi la petite Marie-Laure? Tu veux dire l'enfant intérieur à l'intérieur de moi? Tu entends la question comme tu as envie de l'entendre, je te laisse. Ok. Alors, du coup, la petite Marie-Laure, j'ai envie de, et ça va me faire monter de l'émotion, j'ai envie de lui dire... C'est la séquence émotion à chaque fois. que je suis fière. Je suis fière et je la félicite d'avoir su se relever quand c'était difficile. Je la félicite de grandir au fur et à mesure. Actuellement, je peux observer que je réussis à vivre de mieux en mieux du contentement.
Et ça, pour moi, c'est une grande sagesse, le contentement de la simplicité, d'un soleil qui se lève, du sable sous mes pieds, d'une peinture que je peux peindre, de l'amitié qui est autour de moi. Donc, je suis fière de la petite fille qui est encore à l'intérieur de moi et qui habite cette femme d'aujourd'hui. Cette petite fille qui des fois réclame encore de la reconnaissance et qui peut avoir des larmes, mais j'arrive de mieux en mieux à être le parent de cette petite fille, à l'accueillir et on marche main dans la main. Donc je crois que je réussis à aimer de plus en plus cette petite fille à l'intérieur de moi et du coup à aimer, à accueillir la femme que je suis devenue. Voilà. Et qui chemine encore vers le meilleur de moi-même. Merci. Merci, Katia. J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde ? Alors, le Bélier est idéaliste, donc c'est l'âge d'or. C'est-à-dire, il y a comme une boucle vertueuse qui est en train de se reproposer. Nous entrons dans l'ère du Verseau. Donc, le nouveau monde, c'est la sagesse intérieure, c'est vivre l'amour et la lumière. Donc, c'est solidarité, partage, conscience, amour de soi et amour des autres. Donc, c'est vivre au plus juste de ses valeurs intérieures à chaque petit pas du quotidien. Donc il semblerait que nous entrons dans l'ère du Verseau, vers un nouvel âge d'or bien sûr qui sera réactualisé par rapport à ce qu'il a été bien avant. Je ne sais pas si je vais en voir totalement sa réalisation au sens du monde entier, mais par contre au quotidien, je m'attache à être avec des personnes qui ont une vision commune vers un phare, vers un cap qui élève d'ailleurs, qui me fait monter le menton et les yeux vers le ciel, vers toutes ces femmes et tous ces hommes qui œuvrent vers le meilleur de nous-mêmes. Voilà, le monde nouveau. Le monde nouveau, c'est l'amour et la paix. Alors toi, on a déjà répondu en filigrane tout le long de l'interview, mais comment tu participes à la création de ce monde nouveau ? Eh bien, j'essaye. Alors, dans un premier temps, j'étais pas très sûre de participer, mais en tout cas en œuvrant sur moi-même. C'est-à-dire cette paix que je n'habite pas toujours au quotidien 7 jours sur 7, eh bien j'essaye de la cultiver justement, de la mettre en œuvre, et en la mettant en œuvre et en étant au contact de d'autres personnes qui œuvrent de la même manière, elle se diffuse et elle se répand. Donc, et du coup d'une manière un petit peu plus officielle, j'ose porter ma voix à dire que je propose l'accompagnement et qu'on peut venir participer. Voilà, j'œuvre de cette manière-là. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et je crois que en fait, c'est Satnam. C'est juste. Il en est ainsi. Et d'ailleurs, mon site s'appelle soambiarritz.com parce que Soam, c'est cela, c'est-à-dire sans adjectif. Donc ça vient de Arnaud Desjardins. C'est. Il en est ainsi soit-il. Donc en fait, je ne sais plus quelle question tu n'as pas posée et c'est très bien ainsi. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine sur le portrait chinois ? J'ai envie de dire merci, gratitude à la vie, merci d'être venue, de t'être ouverte à ma demande parce que c'est très profond et gratitude. Voilà, c'est ça, c'est gratitude, lumière et amour. Merci à toi. Merci, merci. On termine sur le portrait chinois. Tu te rappelles du jeu si tu étais, je sais pas, peut-être tu l'as fait plus jeune ou plus récemment, si tu étais un plat? Alors, j'aime toutes les cuisines et tous les légumes, mais en fait, il y a un parfum indien quand même grâce à tous les épices qu'il peut y avoir là-bas. Alors, j'ai peut-être oublié, c'est le palak paneer. Donc en fait, c'est du fromage avec des tomates, des épinards et puis il y a une sauce avec des épices indiens. Donc en fait, je dirais la cuisine exotique, la cuisine orientale. Elle est parfumée, elle est épicée, elle vient parler à tous mes sens. On la mange avec les doigts parce qu'il nous explique qu'en fait, les parfums et le goût des aliments passent à travers les pores de la peau et donnent des informations à notre cerveau. Donc l'Orient, la cuisine indienne. D'accord.
Ça tombe bien parce que je pose toujours cette question quand c'est bientôt l'heure du repas, donc il est 11h55. Si tu étais un livre... Alors, j'ai eu énormément de mal à choisir parce que mes livres font... je n'achète plus de table de chevet, étant donné que ce sont les livres qui tiennent les lampes à côté du lit. Je vais peut-être revenir à l'origine, ce livre de la sagesse d'Arnaud Desjardins. C'est-à-dire, il y a eu ce déclic sur ce bateau en allant dans cette librairie. Ce livre que j'ai pris sur un rayon que je ne savais pas du tout. Et le chemin a commencé ce jour-là. C'est La sagesse, Arnaud Desjardins. Le tome 1. Et j'ai lu les autres, bien sûr. Oui, il y en a plusieurs. Oui, j'ai suivi les enseignements d'ailleurs après parce qu'il était proche de ma région. Donc oui, c'était merveilleux. Si tu étais un dicton? Alors, le dicton, j'ai repris de l'école de Tantra Yoga, Kundalini Yoga que je suis là depuis plusieurs années. Il y a l'auteur poète mystique persan Rumi. Et donc la phrase, le dicton, c'est « La blessure, virgule, est l'endroit par lequel entre en vous la lumière ». Ça me touche beaucoup. Si tu étais un film? J'ai pas hésité. J'ai passé beaucoup de temps sur les bateaux, donc j'ai été très peu au contact des films et de la télévision, d'ailleurs que je n'avais pas et que je n'ai toujours pas. Mais La Belle Verte, Colin Serrault, le film est ancien. Il a peut-être vieilli au niveau de l'image et des costumes, mais pourtant, il est complètement anticipatoire. Qu'est-ce qu'il est d'actualité? Il est complètement d'actualité. C'est une référence qu'on m'a donnée fréquemment dans mes interviews. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a souvent les mêmes références qui viennent. Les plats indiens reviennent très fréquemment. Ça, c'est drôle. Je pense que Colin Serrault, tout à coup, elle, en faisant ce film, a été habitée de quelque chose d'universel. La cuisine indienne est quand même sur le territoire de la sagesse indienne spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui habite tout ça. Et Colin Serrault, ce film, c'est un film pour toujours. Ouais. Si tu étais un super-héros? Là aussi, j'ai eu du mal à soit me connecter à quelque chose de beaucoup plus universel depuis la nuit des temps, ou alors à quelque chose de contemporain et moderne. Et donc, j'ai choisi quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques mois, 6 mois ou 1 an, je sais plus, Tina Turner. Alors, pour moi, Tina Turner, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, en bateau et avec la peinture, d'écouter beaucoup de musique. J'avais pas de télé, mais j'ai la musique. Donc, mes créations de peinture sont énormément portées par la vibration du son et de la musique, les mantras ou Tina Turner. Et Tina Turner, c'est quelqu'un qui, au cœur de sa difficulté de femme et de la souffrance, s'est connecté au bouddhisme. Et en fait, c'est les chants de mantras qui l'ont tenue, mais dans l'invisible, c'est-à-dire elle n'en a pas fait la publicité parce qu'en plus, elle était maltraitée. Et donc, c'était son jardin secret. Et c'est ce jardin secret, cette architecture par le bouddhisme et par le chant des mantras qui lui a donné un jour le courage de quitter l'hôtel, de s'enfuir, de demander un abri à un autre hôtel. Et en fait, elle est sortie de cet enfer. Donc, pour moi, et derrière, elle a eu une carrière, elle s'est réapproprié son nom, elle s'est réapproprié son nom de femme. Et des années après, elle a réouvert son cœur à l'amour. Donc, pour moi, il y a un chemin de résilience et il y a une force intérieure qui a été amenée par cette énergie, cette lumière du mantra, du chant, de la lumière et de la conscience. Donc, Tina Turner, c'est mon héroïne. Il y a une question que je ne t'ai pas posée, ou du moins il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est l'orthographe de ton nom. Parce que Marie-Laure, mais c'est pas Marie-Laure. Alors, ton profil sur Facebook, c'est Marie-Laure, Laure, mais ton nom d'artiste... C'est Marie-Laure. Alors, depuis quelque temps, mais du coup, on peut pas l'entendre à l'audio. C'est par écrit. En fait, depuis quelque temps, depuis 2020, c'est devenu Marie-Laure, L''OR. Donc, lorsque je vous parle qu'il y a eu cet élan de peindre de la géométrie sacrée et donc les mandalas et les Sri Yantras, c'était pour retrouver un équilibre intérieur, mais d'une manière inconsciente. Donc, passer des heures toute la journée à peindre, ça agit sur moi. Et en fait, je suis entourée aussi avec des amitiés très profondes et c'est mon amie Clara, donc Tara la musicienne, auquel j'ai assisté à un concert et elle a cette chanson de l'alchimiste et donc elle crée des concerts qui s'appellent des concerts de l'oracle où on tire un petit papier et il y a une chanson qui va être chantée pour nous. Et au cœur de 2020, au cœur des confinements, au cœur d'une tension extrême et d'un désespoir qui m'habitait parce que je captais tout ce qui allait se dérouler
rouler dans l'égrégore de l'ensemble de la planète. J'ai tiré l'alchimiste, donc changé le plan en or. Et ce jour-là, vraiment des larmes ont roulé d'ailleurs à plusieurs concerts de Clara, de Tara, les larmes roulent sur mes joues. Et j'ai pleuré à larmes chaudes et je me suis accrochée pendant tous ces mois et toutes ces années à transformer le plomb en or. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est une identité qui parle de moi. C'est comment au quotidien, j'œuvre à moi à régler mes blessures intérieures et à rentrer en résilience et en guérison et à accompagner les autres. Et donc le plomb en or, donc Marie-Laure, Laure, de mon nom de naissance donné par mes parents. Eh bien, il y a à l'intérieur de l'or qui a été révélé par cet ami très cher, L''OR. Et pour l'instant, ça habite mes moments de joie. Et lorsqu'il y a des doutes qui viennent s'initier à l'intérieur de moi, eh bien, je me rattrape, je m'accroche à cette branche que effectivement on ne voit pas toujours et on peut cheminer dans le tunnel sans voir tout de suite la lumière du bout du tunnel. Mais en tout cas, ça me rappelle que je dois continuer de marcher. Merci Marie-Laure de ta participation. Merci beaucoup Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Marie-Laure vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez donc tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Katia. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.